On va aborder le sujet que pendant un petit quart d'heure, je dois vous dire, 20 minutes, parce que les intervenants ne sont pas là. Mais heureusement, on a deux sociétés qui font de la médicalisation, une société lyonnaise et puis l'autre qui est, où vous êtes, parisienne, voilà. Et donc à qui on va donner la parole pour exprimer les difficultés et les problèmes d'organisation du secours médical. Après ça, nous traiterons d'un sujet très important aussi, qui est qu'est-ce que je fais de ma victime? Est-ce que j'ai le droit ou pas le droit de l'évacuer jusqu'à l'hôpital? Qu'est-ce que c'est ce problème du transport ensuite de ces victimes jusqu'à l'hôpital? Donc on va passer la parole à deux intervenants pour une durée d'un petit quart d'heure, 20 minutes, pour exprimer... Oui, monsieur Basset. Oui, monsieur Basset, il est là. Voilà. Pour exprimer rapidement sur quelle base on pourrait se placer pour avoir la même démarche que pour les secouristes, pour ce qui est des médecins. Alors je vous le dis tout de suite, il y a deux grandes écoles qui s'opposent en France, et malheureusement là, vous n'allez avoir qu'un seul son de cloche. Vous n'aurez pas l'autre son de cloche. Vous savez, pour mettre d'accord les médecins, c'est pas facile. Bon, déjà sur le diagnostic, c'est pas facile. Sur le traitement, encore plus. Et alors là, c'est plus compliqué. Donc c'est un sujet qui n'est pas mature, comme on dit en administration. C'est un sujet qui demande encore beaucoup de concertation. Mais on va écouter ceux qui sont présents. Je crois qu'on est scientifiquement obligé. Et donc la parole est au docteur Basset et à son frère infirmier pour expliquer quelles règles ils utilisent, eux, qui ne sont pas des règles nationales, encore une fois, quelles règles ils utilisent, eux, pour essayer de dimensionner la réponse médicale au grand rassemblement. Ça vous va? C'est ça. À vous. Merci, mon général. Donc, ce matin, déjà bonjour à tous. Ce matin, je discutais avec le général de Bible. Et une des choses qui est ressortie et qui ressort aujourd'hui, c'est qu'il existe une belle Bible qui est le fondement de notre travail, qui est la Bible de départ, et je l'ai appelée DPS. Aujourd'hui, le travail qui a été fait, l'énorme travail qui a été fait depuis des années par les associations agréées de sécurité civile pour arriver à cet outil qui a été mis à disposition des patients, c'est le socle commun de départ sur lequel on est parti. Et on est parti sur ce socle avec une vision de soignants, de médecins, d'infirmiers, de praticiens. Et le cahier des charges qui nous a été demandé par l'organisateur du salon, c'était d'aborder la problématique de la médicalisation des grands rassemblements. Donc ce qu'on va vous expliquer maintenant. Donc on va aborder les parties prenantes et bien évidemment leurs interactions, les problématiques qu'on a pu identifier, mais il y en a certainement d'autres. On a identifié un objectif, peut-être utopiste, peut-être idéaliste, mais en tout cas, on l'a couché sur du papier. Et puis quelques ébauches de propositions, sachant que tout à l'heure, Monsieur Van der Linde nous a brillamment parlé des situations sanitaires exceptionnelles, et ça a été très riche. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et sur les situations exceptionnelles et les DPS, entre ces deux situations, il y a tout un monde. Et dans ce monde, pour moi, il y a ces grands rassemblements. Et en effet, certains grands rassemblements peuvent générer des vraies situations sanitaires exceptionnelles. Et d'autres, potentiellement, d'autres hypothétiquement. En tout cas, dans les grands rassemblements, eu égard de nos 15 ans de pratique, on s'est dit, il faut faire partager notre expérience. Donc, sur les parties prenantes, bien évidemment, et ça a été un des premiers points qui a été abordé par le représentant de l'ARS, les services de l'État, la mairie, la préfecture en premier lieu, ils sont là, présents, bien présents, pour faire appliquer le cadre réglementaire, respecter les outils législatifs qu'ils ont à leur disposition et veiller à la sécurité, au triptyque dont a parlé l'ARS. Bien évidemment, en plus
de ce cadre réglementaire, tu vas trop vite. En plus de ce cadre réglementaire, il y a toute l'organisation et le maillage sanitaire conventionnel qui existent, les structures pompiers, les structures SMUR, les structures hospitalières, publiques et privées, elles existent et les grands rassemblements vont potentiellement les impacter de manière forte ou non. Et bien évidemment, il y a l'ensemble des organisateurs. Et on verra qu'il n'y a pas qu'une sorte d'organisateur, mais bien un certain nombre d'organisateurs. Mais au milieu de tout ça, on a les participants, on a les acteurs, on a le public qui participe à tous ces grands rassemblements. Et parfois, c'est des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Et il se trouve, toutes ces personnes, dans un environnement, et je ne dis pas un environnement, dans des environnements. Et là, l'impact santé par rapport à la notion environnementale sur lequel va avoir lieu, dans lequel l'événement, le grand rassemblement va avoir lieu, est majeur. L'environnement, on ne peut pas l'ignorer. Les environnements, on ne peut pas les ignorer. Donc, les différentes parties prenantes, qui est le service de l'État, comme je viens de vous dire, les différents événements et les organisateurs, nous font aborder le fait que la sémantique, il y a certains termes qui se retrouvent ou pas, mais en tout cas, quels sont les types de manifestations, quels sont les types d'organisateurs? C'est pas très simple. On a des manifestations nautiques, on a des manifestations comme le D-Day, mais on a aussi des manifestations rassemblant des foules et du monde le long du Tour de France. Et là, le long du Tour de France, on parle de quelques acteurs, mais de centaines de milliers de publics. Est-ce que le DPS s'applique pour le public? À partir de quand on met la médicalisation en place? Bien évidemment, l'État, avec l'ARS, avec tous les services, sont là pour faire veiller à l'application du cadre réglementaire. Et en ce qui concerne la santé, il faut être clair, ce n'est pas clair. Il y a des choses à construire, il y a des choses à instruire. Le général l'a dit, ce n'est pas un sujet mûr. Et je suis fier de l'entendre parce que on est au cœur de cette problématique et on essaye de pousser pour que ça avance. Alors, bien évidemment, dans les différentes parties prenantes, il y a des hommes avec des effectifs, des populations qu'on a voulu segmenter dans le cadre du DPS, parce que l'histoire l'a fait comme ça, en disant il doit y avoir des acteurs, il doit y avoir du public, une partie acteur, et puis tous les gens qui gravitent autour de l'organisation. Tout ça cumulé, ça nous fait un effectif qui est, somme toute, importante. Mais quand on les additionne à l'environnement, au milieu, est-ce que c'est une manifestation qui est sur une organisation fixe ou mobile? Est-ce que c'est en indoor ou est-ce que c'est en outdoor? C'est là où le général Julien disait il y a deux grandes pensées dans le monde médical, avec un de nos concurrents qui fait beaucoup de médicalisation indoor et nous qui faisons beaucoup de médicalisation outdoor. Bon, les environnements montagne, aquatiques, et puis la durée de l'événement. Est-ce que on est sur un événement d'une durée flash, ou est-ce qu'on est sur un événement qui va durer jour et nuit, plusieurs jours? Et là, en effet, avec un impact sur le système sanitaire qui peut être non négligeable. Bien évidemment, tout cela cumulé peut être parfois, même souvent, très explosif. Toujours dans les parties prenantes, quand on se positionne, et parce qu'aujourd'hui c'est mon quotidien, c'est mon travail temps plein, et aussi celui de Sylvain, c'est l'organisateur. Lui, qu'est-ce qu'il voit, l'organisateur, de quelque manifestation que ça soit une manifestation que j'ai qualifiée de arrobase. Vous savez qu'aujourd'hui, via les réseaux sociaux, en quelques minutes, on a quelques milliers de personnes qui se réunissent à un point. C'est les organisations flash. Aujourd'hui, on les subit, on les voit. Bon, l'organisateur, lui, qu'est-ce qu'il voit quand il regarde et qui se pose la question? Parce qu'il y a des organisateurs professionnels, amateurs, associatifs, mais qu'est-ce qui se pose quand il voit l'organisation du secours de la santé en France? Il voit le ministère de l'Intérieur, avec, et ce n'est pas exhaustif, avec un certain nombre de services, les SDIS, la sécurité civile, les associations agréées de sécurité civile, il voit le PGHM, les pelotons de gendarmerie de montagne, et pas de haute montagne, les CRS, la police, la gendarmerie, etc. Mais il voit aussi le ministère de la Santé, avec le SAMU, les SMUR, avec les établissements de santé, la haute autorité de santé, les établissements publics, l'agence régionale de santé, la permanence de soins. Bon, l'organisateur, lui, qu'est-ce qui lui arrive quand il faut penser à tout ça pour mettre en place quelque chose de cohérent, pour prendre en charge les convives, les sportifs qu'il fait venir, les concerts, il dit, moi je dois monter un planning d'organisation, santé, secours, qui soit cohérent. En gros, il s'arrache les cheveux.
Aujourd'hui, les organisateurs, ils ne comprennent pas, c'est du brouhaha, c'est trop compliqué pour eux. Et nous en sommes des victimes. Donc, en fonction du positionnement de chacun, bien évidemment, chacun n'a pas la même vision, n'a pas les mêmes attentes. Et il me semblait important, et ce topo qu'on fait est un des topos qu'on avait fait au Val-de-Grâce il y a 1 an, et ça me semblait important de dire, quand on est organisateur, ben, je dois organiser, à quel coût? Je dois organiser un dispositif santé, secours, à quel coût? Et avec quels moyens? Mais quand je suis service de l'État, je dois garantir la sécurité, je dois garantir la continuité des services publics, que le SMUR ne soit pas mobilisé, dédié à une manifestation, parce qu'il doit quand même continuer à aller sur le gamin qui se fait renverser dans la voie publique ou la personne âgée qui fait son arrêt cardiaque. Donc, quand je me positionne en tant que participant et en tant qu'acteur au public, ben moi, et c'est toujours le cas, j'ai payé, je viens sur tel événement, ou j'ai pas payé, mais c'est organisé, c'est donc du dû. C'est comme ça en France. C'est du dû, c'est prévu, c'est forcément prévu. Donc s'il m'arrive quelque chose, j'aurai un service. Bon, quand on met tous ces acteurs, toutes ces parties prenantes et leurs interactions, et quand on voit l'hétérogénéité des types d'organisation, l'hétérogénéité des environnements, l'hétérogénéité des manifestations, le rôle des services de l'État, eh ben, aujourd'hui, il faut essayer de trouver, pour mettre en place un planning d'organisation santé-secours sur ces grands rassemblements, une certaine cohérence. Il y a des grilles pour les secouristes, un référentiel, un calcul du risque, et malheureusement, il n'y a pas de grille sur les aspects médicaux, paramédicaux. Donc, ce travail doit être fait. Aujourd'hui, c'est pas simple à le faire parce qu'il faut le rendre cohérent par rapport à l'organisation, au maillage sanitaire qui, lui, va être impacté lors de ce grand rassemblement. Les problématiques qui ont été mises en exergue, c'est bien évidemment des problématiques de sémantique. La définition du grand rassemblement. On en a lu en France, à l'étranger. On a été faire de la bibliographie pour voir quelle était la définition du grand rassemblement. On peut dire peut-être aujourd'hui en France, hypothétiquement, qu'au-delà de 5000 personnes, on rentre dans une définition de grand rassemblement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une définition claire, nette et précise. Et c'est la même chose sur la problématique de l'indoor et de l'outdoor. À partir de quel moment on dit qu'on est dans l'outdoor ou dans l'indoor? Autant vous dire que ce n'est pas simple. Pratiquant dans le monde de la santé sur des manifestations de sport outdoor, et je peux aujourd'hui assez simplement dire, en effet, quand on est en indoor, pour moi, la définition de l'indoor, c'est tout ce qui est établissement recevant du public. Il y a déjà une organisation, sécurité, incendie, secours à personne qui est prévue dans la réglementation des ERP, de type T, de type X, peu importe les types d'établissements. Par contre, quand on est sur une course en pleine nature, ou quand on est en plein milieu de Paris, quand on est sur le marathon international de Paris, et qu'on vient gêner l'organisation, le maillage des secours, on est bien sur une manifestation purement outdoor. Mais qui est compétent pour nous apporter cette définition, ces définitions? En tout cas, un groupe de travail pourra peut-être le faire. Après, là, je laisserai passer le docteur Bassé-Patrick sur les aspects recommandations SAMU qui existent. Donc, les sociétés savantes qui sont conseillers techniques pour les agences régionales de la santé sont les SDIS et les SAMU. Les SDIS et les SAMU ont établi une recommandation sous l'égide d'un travail à Lyon qui a eu lieu en 2009, dont un seul expert dans la médicalisation outdoor a été présent, qui est un de mes confrères, le docteur Gorodowski, et il a établi ça à Lyon, alors qu'on était nous-mêmes lyonnais, lors d'un congrès où on n'a pas été conviés, et ils ont établi une règle qui est un copier-coller du RIS, qu'ils ont appelé le RIM, et ils l'ont fait à l'aube de 2010. C'était une Coupe du Monde. Et comme par hasard, on réactualise en 2014 à l'aube de l'Euro 2016. Société privée d'assistance médicale qui va, au sein des SAMU, établir des règles qui ne sont pas applicables dans le monde de l'outdoor. Donc, quel est le fondement de cette recommandation? Je le dis
très clairement, ancien des SAMU, je la remets en question et j'ai du biscuit pour le dire. Et j'incite les ARS qui dépensent beaucoup de lignes de garde pour des D-Day sur ces recommandations possiblement et qui nous, dans l'événement sportif outdoor, nous deviennent opposables et qui vont vous devenir opposables en tant que secouriste à qui on va marier du médical parce qu'on sait que ça vous valorise, on sait que ça apporte une plus-value, on sait que ça évite d'engorger, mais si on met une mauvaise règle imposée par, à l'heure actuelle, cette recommandation, on ne va pas s'en sortir. L'Apostole est sur le département du Stade de France et sur le département du Bourget. Ils ont rédigé ça comme des organisateurs au sein d'ERP et il n'est pas applicable dans l'outdoor. Je vais vous en donner un tableau. Alors Bruno, je ne sais pas si tu veux reprendre les autres. Alors, toujours, on en a parlé tout à l'heure. Le DPS, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des belles pistes. On en a entendu parler cette semaine avec le travail de M. Prieur, le général Prieur, sur l'aspect prise en compte des effectifs médicaux, peut-être intégration du diplôme de secourisme au sein du ministère de la Santé, des résistances par rapport à tout ça. Bon, nous, ça nous dépasse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le DPS n'intègre pas la notion des effectifs médicaux et paramédicaux à ce jour. Le constat, c'est aussi la segmentation par rapport aux grands rassemblements. Et tout à l'heure, Samuel Gilman en a parlé avec la notion de grands rassemblements publics ou privés. Aujourd'hui, les grands rassemblements, y en a un qui fait l'exception, c'est probablement le Tour de France, qui a des acteurs et beaucoup de public. Et puis l'objectif de médicalisation sur les grands rassemblements, est-ce un objectif en lien avec des actions dites préventives ou est-ce que c'est des actions dites curatives? Il faut savoir se poser la question. Donc en effet, se poser la question du préventif et du curatif, c'est important. Parce que les médecins, on n'est pas très nombreux, même s'il y a une belle offre de soins, on ne va pas en mettre si on n'est pas là pour soigner. C'est pas la même chose. Le secouriste, il a une fonction vraiment préventive, je pense, dans un dispositif. Il est là pour aider, secourir la personne, sélectionner, ramener les patients dans un point. Il est là pour apporter toute cette assistance préventive. Il n'est pas dans le curatif et dans le monde de la santé. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu parler docteur, c'est un tableau un peu charabia, mais je me suis amusé à prendre des événements indoor et à prendre des événements outdoor. Donc j'ai pris, et je suis très content de le présenter à quelqu'un qui vient du département de Rouen et avec Julie qui est dans la salle parce qu'il y a un élément qui vient d'une thèse de l'Armada qui est à peu près une des seules thèses qui a su démontrer que le RIM n'était pas un outil. Donc le RIM, c'est l'équivalent du RIS mis par le SAMU, n'est pas un outil adapté. Vous allez vite le comprendre. Et c'est là où il faut monter un vrai groupe de travail parce que les médecins, je ne veux pas les utiliser comme des petits pains à en mettre de partout. Je pense qu'il faut l'adapter. Il y a des sports dangereux, il y a des grands rassemblements qui sont totalement pacifistes, où il n'y aura aucun blessé, il faudra des secouristes et de la police. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur, mais il faut bien mettre avec vous le bon nombre de médecins. Donc je me suis amusé et je n'ai pas pris le calcul du risque. Ça ne me regarde pas. Le risque, c'est les secouristes, ça marche, ça tourne, ça existe. Il faut peut-être l'élargir, on prend toutes les populations non payantes, payantes. Il y a des axes d'amélioration, mais il a déjà démontré des choses. Au niveau médical, moi je vais simplement vous montrer. Donc il y a des manifestations indoor, des manifestations outdoor. Quand on fait le calcul théorique selon le RIM de la SUDFE, donc du SAMU, le CIRAC est un des grands événements de Lyon et Polytech, qui sont des grands événements, nous font un calcul avec 4 médecins, 2 infirmiers selon les effectifs. Je suis en médecin jour, hein. Et moi, on y met un médecin, 2 infirmiers, un médecin, un infirmier. Donc tout ça pour vous dire on a un vrai décalage. C'est un coût, hein. Un décalage, c'est un coût. Et je pense que la santé que moi je veux faire à ces CIRA, ces gens qui sont sur place, que ce soit du public ou du payant ou pas payant, je veux tous les soigner de la même manière et dans le bon intérêt des problèmes de santé qu'ils vont rencontrer sur cet événement. Donc ensuite, j'ai pris les Stades de France, par exemple. J'ai pris une situation où il y avait 50 000 spectateurs. Eh bien, si je fais le calcul théorique du RIM, ils en mettent 6. Et il s'avère que dans la réalité, il y en a 8. Parce qu'il y a 8 infirmeries, on en met un par infirmerie. Voilà. Et il y en a qui viennent de l'État, des pompiers et des SAMU.
j'ai pas le nombre de soignants. Regardez, hein, nombre de patients vus, 30, nombre de patients hospitalisés, 1. Faut-il 8 médecins pour un patient hospitalisé? Il y a un problème. Ensuite, je vais vous parler de l'outdoor. L'outdoor, là, je connais quand même beaucoup mieux, c'est nettement plus complexe. On est dans la montagne, on est dans plein de choses. Le Mud Day, c'est des nouveaux trucs, c'est dans un circuit très grand, un immense parc, ils font des jeux de boue. Il y a 10 000 personnes. 10 000 personnes, ça fait 150 personnes qui passent au poste de secours, qui sont pris en charge, et il y en a 15 hospitalisés. Le calcul théorique nous met 2, et on en met effectivement 2, on rajoute 2 infirmières. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, là, il y a déjà un élément. Ils jouent dans la boue, ils sautent, ils font des trucs. Donc l'environnement commence à jouer. Saint-Élion, c'est des coureurs, on va dire des sportifs, mais ils font quand même 80 km en plein hiver au mois de décembre, de nuit, donc l'environnement secours n'est pas le même. On a 12 000 personnes, on a 298 passages, on en a 11 à l'hôpital, 3 médecins selon le théorique, et vous allez me dire, mais moi j'en mets 6. Ah bah oui, parce qu'on est en pleine pampa, et que là c'est nettement pas le même, c'est pas le même décor. On est dans la neige, il faut déplacer un médecin pour l'entorse grave ou pour le truc, il faut s'adapter. Donc le calcul du RIM montre que pour l'outdoor dans cette situation n'est pas applicable. Marathon international de Paris, le RIM nous met 5, on nous en met 6, on en met 5. L'Ardéchoise, c'est tout un département. C'est tout le département 07 qui est impacté, 13 900 coureurs, 150 passages en poste de secours, 17 hospitalisations. Le calcul théorique me dit 2, mais on a tout un département. C'est 3 hélicoptères et c'est 7 médecins qui interviennent pendant cette journée. Parce que le nombre de demandes de secours est, comme sur le marathon de Paris, impressionnant. Le nombre d'hospitalisations aussi dans une très grande zone. L'Armada, c'est vous. L'Armada, c'est 5 millions de personnes, 400 000 jours. C'est, selon le calcul du RIM, 27. Et j'ai fait le facteur modificatif, 27 jours. Hein. Et en définitif, Julie m'a bien confirmé, merci. Elle m'a bien confirmé que c'était 5,5 et probablement des infirmières. Voilà, il y a des infirmières, elle me le confirme. Une rave party. Rave party, c'est dans le Vercors. On est en milieu isolé, très loin. Pour évacuer quelqu'un d'intubé ventilé, c'est l'hélicoptère. 12 500 personnes, 239 demandes de secours, 11 hospitalisés, 2 médecins, 2 infirmières. Un dernier événement outdoor, fête des Lumières. C'est des festivités, c'est du culturel, c'est comme l'Armada. On a des 625 000 personnes. Le RIM me montre 39 médecins, ils en mettent 2 avec 2 infirmiers. Ce tableau, juste pour vous dire que je vous manifeste aujourd'hui en tant que médecin qui fait de l'outdoor, mon mécontentement vis-à-vis des SAMU et de cette recommandation, que je veux que l'on ne soutienne pas cette recommandation et que l'on réfléchisse, parce que le calcul ne peut pas se transposer de la sécurité au médical, que les médecins, ça vaut cher, qui sont là pour soigner des gens, et que vous avez un vrai travail et que vous le faites bien. Pour avoir fait le Garance Reggae Festival, où j'ai été sollicité par les SAMU, j'ai fait un dispositif en accord avec les secouristes, ça les a aidés, ils se sont sentis bien, c'est moi-même qui ai interagi. Le reggae, ce n'est pas les mêmes pathologies que la rave party. Le reggae, c'est des gens non agressifs, non alcoolisés, ils fument du cannabis. Les rave parties prennent des drogues dures, on en intube sur les rave parties. Donc il faut réfléchir à tout ça. Il ne faut pas émettre une règle qui est un copier-coller du RICH. J'ai fait toute la littérature. Il y a Brauer en Allemagne qui a publié quelque chose. Le dispositif sanitaire et le maillage sanitaire allemand ne correspond pas au nôtre. Aux États-Unis, il y a le mass catering. Le mass catering a établi des règles qui est basées sur des paramédics. Nous n'avons pas de paramédics en France. Nous devons donc nous exonérer de ces façons de voir et adapter à notre dispositif et à notre maillage sanitaire en adéquation avec les pathologies que l'on rencontre dans l'indoor et dans l'outdoor. Mais je suis surpris que dans un stade comme le Stade de France, 8 médecins soient nécessaires pour soigner combien de patients et combien vont à l'hôpital. Alors que nous, en outdoor, on est dans des contraintes bien plus difficiles. Donc l'objectif, et j'ai voulu n'en mettre qu'un, c'est de dire la santé doit être force de proposition avec comme fil conducteur les justes moyens pour les justes soins selon une méthode scientifique dans l'intérêt des malades. Et je pense que moi, médecin, je suis là pour le dire. Des propositions, création d'un groupe d'experts, vous avez bien compris notre démarche, valider une sémantique et des champs d'application, faire des études scientifiques rétrospectives et prospectives, il y a des gens qui ont du biscuit,
Et ben, qu'est-ce qu'on a fait avec le général Julien, au travers d'un des chapitres qu'il nous a demandé de rédiger? Voilà, on a fait une proposition qui était ce tableau. On va raccourcir, sauf si Bruno, tu veux, on peut le reprendre. Mais on a fait cette proposition qui algorithme, sans toucher au DPS, qui vient intégrer des dispositifs. Il doit être validé. Il n'est pas validé. Il est en cours de validation, rétrospectif et prospectif, mise en application au sein des grands rassemblements. Il intègre beaucoup de données, la météorologie, l'environnement dans lequel on évolue, le nombre de participants, et que dans effectif total, on n'a pas voulu intégrer payant, non payant. On doit soigner tout le monde in fine quand même. Donc, et on doit éviter que la zone impactée par ce grand rassemblement ne soit pas perturbée. Donc c'est une des propositions. On ne l'a pas encore validée, le général le sait bien, nous devons la valider, nous devons avoir une réflexion globale avec les agences régionales de santé pour que le ministère de la Santé, avec vous, ministère de l'Intérieur et secouristes, nous fassions un travail dans l'intérêt de bien soigner les malades avec les justes moyens et les justes soins. Merci à vous. Bon, voilà, on peut l'applaudir pour ce one-man show. Vous voyez qu'il y a un vrai travail à faire et qu'il est très intéressant. Et que pour le moment, on répond d'une manière un petit peu, on va dire, voilà, sans base scientifique bien nette, en tous les cas, sans base scientifique acceptée par tout le monde. C'est ça qui compte. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui n'est pas sur le programme, qui est le docteur Sylvie Gaufre. Pardon, Sylvain. Oui, Sylvie, ça fait un peu bizarre. Hein, bon. Voilà. On voit qu'il est docteur puisqu'il n'a pas de cravate. Hein. Vous savez que les médecins, ils aiment bien se présenter comme de... Voilà. Et donc, Sylvain, ce que je regrette. Et donc, le docteur Sylvain Gaufre, qui est patron, alors lui, d'une... Medical International Presence, MIP. Presence, hein. Oui. Tout ça en anglais, ça se fait plus en français. Non, mais MIP, tout le monde connaît MIP maintenant. Voilà, MIP. Alors, dites-nous qui vous êtes et quelle est votre réflexion sur le sujet. Voilà. Pas trop long quand même. 10 minutes. Bonjour à tout le monde. Donc, Sylvain Gaufre de MIP. On se connaît avec Bruno, on est à la fois en concurrence, mais on fait finalement le même métier. Et je vais vous parler de 2-3 petites choses par des exemples, puisque le sujet a quand même été plutôt très bien traité. De dire que le risque, effectivement, je pense aussi qu'il doit être revu, et le RIM, parce qu'il y a un certain nombre d'événements où on ne peut pas faire que du secouriste. Comme il y a certains événements, on ne peut pas faire que du médical. On doit mélanger les deux. Trois exemples. Le premier, déjà depuis quelques années, on fait le salon de l'aéronautique. Alors, je pense que ça doit être un exemple, le salon de l'aéronautique. Les organisateurs sont très très sensibles à tout ce qui est sécurité. Alors, la sécurité pure et la sécurité médicale. C'est organisé par des militaires et c'est quelque chose là-dessus où, j'allais dire, on ne rigole pas. Il y a 3 niveaux de risque, et c'est pour ça que le système est très développé. C'est que, 1, ils reçoivent des personnalités. 2, il y a de l'aéronautique, donc avec des avions qui volent, puisqu'il y a de la démonstration au Salon du Bourget. Il y a des risques d'attentats et de la population, puisque le nombre de visiteurs, puisque c'est un salon qui est aussi ouvert au public, entre autres le vendredi, samedi, dimanche. Et donc très vite, il peut y avoir beaucoup d'activités. Une activité inégale, et c'est en ça que c'est difficile de mettre en place des fois des plans de secours. 2011, le dimanche d'ouverture au public, entre 9h et 19h, on a fait 250 interventions. Hein, c'est sur une très très grande zone. En 2013, le dimanche d'ouverture au public, donc l'équivalent, voilà, on a fait 40 interventions. Donc on peut imaginer que pour des organisateurs, des fois c'est difficile de savoir quels moyens mettre, en se disant mais on a trop mis, on n'a pas mis assez. Mais c'est vrai que d'une année sur l'autre, et je pense que pour Bruno c'est la même chose, il y a des courses selon la météo, mais on ne peut pas le prévoir à l'avance. Il va falloir, il y a des années, s'occuper de centaines de personnes, et des années, pour la même course, le même nombre de participants, s'occuper d'une dizaine de personnes. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile. Et de trouver ce juste milieu en disant on met un certain nombre de personnes et puis si cette année ça se passe bien,
les gens ne vont pas trop travailler, voilà. Mais si ça se passe mal, on est quand même assez nombreux pour tout gérer. Alors, juste pour l'aéro, c'est un mélange secouriste médical. Les secouristes, sur le week-end d'ouverture, on est entre 60 et 80 secouristes. Et en médical, nous, on met 15 personnels, y compris médecins, infirmiers, logisticiens. Hein, donc là, c'est vraiment un très gros dispositif. L'année où il a fallu prendre les 250 dans la journée, 250 personnes dans la journée, ça s'est passé sans problème, ça a été fluide. On a travaillé, clairement, on a travaillé. Mais ça s'est bien passé. Autre situation, avec des chiffres qui, je pense, doivent faire réfléchir. Salon de l'agriculture qui seront ici sur le parc de la porte de Versailles. Donc ça fait aussi plusieurs années qu'on le fait. On travaille avec des secouristes. Le dispositif qui est mis en place en médicalisation plus secouriste, aujourd'hui, on est sur 2 médecins, 4 infirmiers et 10 secouristes. Si on se réfère au référentiel du DPS, c'est 60 secouristes. Alors, au niveau budget, on passe, et là l'organisateur est aussi à l'écoute, parce qu'à un moment ils ont dit oui, mais on nous oblige, la loi c'est le DPS, donc on va faire le DPS. Ok, donc on calcule 60 secouristes sur Paris, on est dans un budget 10-12 000 euros par jour. En médicalisation plus secouriste, on a un budget de 3 500 euros par jour. C'est quand même 10 jours d'ouverture, l'agriculture. Imaginez comment l'organisateur, qui est une société privée, a rapidement réagi. Hein. Donc cette année, nous travaillons encore avec un mix secouriste et médicalisation. D'accord ? Donc ça doit être pris en compte, et entre autres dans les réflexions. Et vraiment, nous aussi, on est très pour qu'il y ait cette réflexion, que cette réflexion soit faite sur le calcul et qu'il soit largement diffusé au service de l'État. Dernier exemple, c'est un salon qui s'appelle Maison et Objets, qui était à Villepinte, qui prend tous les halls, qui est un gros salon, qui était avant en secouriste pur, et maintenant qui est en médicalisation pure. On a fait autant d'interventions. On tourne aux alentours de 300 interventions sur l'ensemble du salon. Le nombre d'évacuations, on était proche de 40 évacuations sur, c'est les chiffres de 2013. En 2014, septembre, donc la même période de l'année, le même nombre de visiteurs et tout ça, on est à 3 évacuations. Donc là aussi, pour les services de l'État, ça veut dire moins d'engorgement de l'hôpital local, moins de recours aux pompiers et aux SAMU. Voilà. Alors on est quand même obligé de le faire parce qu'il y a un certain nombre de pathologies qui sont obligées d'être transférées. Et de la même façon, ça ne veut pas dire qu'il y a des événements, il faut supprimer les secouristes, il faut mettre que de la médicalisation. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il y a un certain nombre d'événements, il faut voir de mélanger, de faire un mix des deux. C'est vraiment important parce que l'apport de la médicalisation sur un événement va éviter un certain nombre, entre autres, d'évacuations sur l'hôpital parce que les patients vont être traités sur place. Pourquoi c'est le citoyen, l'ensemble des citoyens, qui doit payer à travers les secours d'État, le SAMU et les pompiers, des organisations privées? Ça me semble en inadéquation. Aujourd'hui, on est sur des économies pour les services de l'État. Il y a des réflexions qui sont menées pour réduire les effectifs, pour réduire les équipes. Alors, après, au sein de chaque, communauté, les gens se battent pour essayer de tenir leurs effectifs et tout, mais on est quand même dans l'ambiance globale sur une réduction. Et de ne pas forcer les organisateurs à avoir cette réflexion-là, je trouve ça dommage. Un exemple précis qui date d'hier après-midi. Un salon qui s'organise, qui est une nouveauté, mais qui s'organise sur Paris. Le régisseur du salon, de l'espace, m'appelle hier après-midi en me disant « Je suis embêté, on vient déjà faire 4 évacuations depuis ce matin. C'est un événement 4 à 6 000 personnes sur la région parisienne. On vient de faire déjà 4 évacuations ce matin. En fait, l'organisateur n'a rien prévu. Bon, vous me laissez 1 heure, je vous dis ce qu'on peut faire. » Je le rappelle 3 quarts d'heure après, je lui dis voilà, on va pouvoir mettre une équipe, ça va coûter tant.
on est sur un budget, allez, c'est 3 000 €, on parle. Hein. L'organisateur a dit non, on se débrouillera avec les pompiers, on continuera à travailler avec les pompiers pendant le week-end. Bah, moi, quelque part, ça me dérange en tant que citoyen. Donc, je pense que il faut que les préfectures... souvent, elles ne connaissent pas, en fait, les sociétés médicales. Elles connaissent très bien les associations. Elles ont l'habitude de travailler avec au quotidien, dès qu'il y a une manifestation. De la plus petite manifestation à la grande manifestation, les secouristes sont pris. Par contre, souvent, dans les préfectures, les gens qui sont dédiés soit à l'événementiel, soit à la sécurité, n'ont pas toujours connaissance des sociétés de médicalisation. On n'est pas 50 sur le marché. Hein, j'allais dire, on est 2 grands, Doc et MIP, mais on est à peu près 5 et voilà. Donc je crois que c'est important que le message passe et qu'il y ait cette réflexion à nouveau sur les moyens mis en place pour tout type d'événement. Voilà, bon salon. Voilà, le décor est posé, vous voyez que les réponses ne sont pas... bon. Y a-t-il quelques questions dans la salle concernant les docteurs et les secouristes dans le cadre des DPS? Les docteurs et les infirmiers, vous savez que c'est le même métier. Hein, infirmier et médecin, c'est le métier de soins. Est-ce que... Pas de questions sur ce sujet? Si. Voilà. Est-ce que vous pouvez lui passer le micro? Donc bonjour, Vincent Delahaye, infirmier à la protection civile de la Marne. Moi je vais plutôt aller faire une réflexion que vous poser une question, à savoir on se retrouve à notre échelle avec les mêmes problèmes, puisque la question se pose systématiquement quand on fait un dispositif prévisionnel de secours. Est-ce qu'on peut ou pas mettre un infirmier, un médecin en plus, puisqu'on en a aussi? Est-ce qu'il faut ou pas, dans quel cadre ils vont intervenir, etc. On a réussi à mettre en place il y a quelques temps des protocoles au niveau national pour apporter des éléments de réponse. Maintenant, ça reste toujours très délicat de savoir comment et pourquoi est-ce qu'on médicaliserait et sur quel type de dispositif on peut effectivement les mettre en place. Et en plus, se pose la question, étant donné que c'est des bénévoles, est-ce qu'à partir du moment où ils veulent venir en poste de secours, ils viennent en tant qu'infirmier, en tant que secouriste ou en tant que médecin, en tant que secouriste? Et ça, c'est un très gros problème, parce qu'effectivement, les prestations se facturent effectivement, puisque l'apport du matériel et l'achat du matériel qui sont à la disposition des médecins infirmiers a un certain coût. Et c'est vrai que ça arrangerait aussi les associations d'avoir une grille de risque pour ce type de métier. Oui, alors ça c'est encore une excellente question. Moi c'est quelque chose qui m'avait surpris quand j'étais médecin-chef de la brigade et donc j'allais le dimanche, le samedi, voir comment l'association des boulistes, comment ça se passait. Et là je tombais sur un confrère. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, ils m'ont demandé de venir, tu comprends, pour faire le docteur parce que voilà, donc je suis avec les secouristes, je donne un coup de main quoi. Bon ben, c'était très sympa, je veux dire, hein. Et quand c'était pas un médecin, c'était un infirmier. Mais c'est vrai que ça se faisait comme ça, de gré à gré. Ben, je les accompagne. Mais tu fais partie de l'association? Oh ben non, tu veux au moins faire partie de l'association, etc. Bon. Et donc il y a eu une médicalisation, j'allais dire spontanée, je ne vais pas dire sauvage, hein, mais de confrères médecins ou infirmiers qui venaient donner le coup de main, quoi. Voilà. Mais c'est sûr que là aussi, c'est aujourd'hui, avec des systèmes qui sont de plus en plus juridiquement tracés, bien, il faut organiser cette affaire, quoi. Au moins le prévoir. Alors je ne sais pas si Alain, je pense qu'on va avoir besoin de toi. Attends. Est-ce que, Alain, est-ce qu'il y a quelques médecins qui accompagnent comme ça les postes de secours de la Croix-Rouge, volontaires, comme ça, pour donner un coup de main? Ça existe chez vous, ça? Alors, je vais parler d'abord en France. On essaye effectivement de se dire que
On est plutôt réservé sur la prestation secouriste et qu'en règle générale, ce qu'on conseille, c'est qu'effectivement, on sépare bien. Et s'il y a un médecin de la Croix-Rouge, en règle générale, on lui demande qu'il passe une convention avec l'organisateur, mais qu'il ne parle pas de la Croix-Rouge. Un petit peu différent, vous parliez des salons tout à l'heure, on avait un service de spécialisé là-dessus, mais c'est pas trop, enfin, notre intention n'est pas trop de prendre ce champ de la médicalisation. Voilà. Mais là, vous voyez, c'est encore effectivement une zone d'ombre et c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Vous vouliez intervenir sur le sujet? Oui, il y avait une question dans votre remarque qui concernait la problématique assurantielle. Assurantielle de la pratique médicale préhospitalière d'un médecin ou d'un infirmier. Bon, dans mes nombreuses casquettes, j'ai une des casquettes qui est de courtier en assurance d'une compagnie. Autant vous dire que dans le paysage, malheureusement, qu'on pourrait qualifier d'anglo-saxon ou d'américain qui est en train de voir le jour, et je ne veux pas faire du catastrophisme, en France, la pratique médicale préhospitalière non encadrée sur cet aspect assurantiel, aujourd'hui, à titre individuel, dans le cadre des responsabilités du praticien, elle est très engagée. Et autant vous dire qu'il faut avoir la garantie, la certitude, l'opposabilité assurantielle si vous voulez vous amuser à poser une perfusion sur prescription ou non, sur protocole ou non. Il faut que le médecin qui est à vos côtés ait aussi ce contexte assurantiel qui le garantisse dans cette pratique-là. Et autant vous dire aujourd'hui, je peux vous le garantir, pour couvrir un anesthésiste réanimateur en pratique médicale préhospitalière, c'est des appels d'offres à échelle mondiale pour trouver une compagnie qui couvre ce type de risque. Donc autant vous dire que au sein d'une structure associative, j'émets beaucoup de réserves quant à la pratique médicale et paramédicale et eu égard d'une couverture si sinistre avec responsabilité médico-légale, elle était engagée. Mais on a en France quelque chose qui est génial et qui n'existe qu'en France et qui couvre votre action sur le terrain, les infirmiers ou les médecins. Vous êtes infirmier peut-être, monsieur. Voilà, c'est pour ça qu'il a posé la question. Ça s'appelle la régulation médicale. Loi de 86, le responsable de la filière de santé, c'est le SAMU et le médecin régulateur. Autrement dit, il faut que l'infirmier qui travaille avec le petit poste de secours dans son coin prenne son téléphone, appelle le 15 et dise « Bon, voilà, moi je suis infirmier, je suis pas de passage parce que nanana, mais je tombe sur ce problème. Est-ce que je peux, qu'est-ce que tu en penses ?» Et vous passez sous la couverture générale, je veux dire. Il ne faut pas s'en priver de ça, il ne faut pas s'en priver. Alors, vous allez dire, il ne faut pas non plus en abuser, c'est vrai. Et dire, dans un système prévisionnel, il est bon que, effectivement, ce soit prévu et organisé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu, j'allais dire, tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet des médecins et des DPS? Bon, je vois que le débat est animé sur la médicalisation. Bon, c'est un problème complexe parce qu'on a besoin de référentiels, c'est clair, pour pouvoir savoir de quoi on parle. Maintenant, toutes choses étant égales par ailleurs, les situations sont différentes. Si je prends par exemple une rave party, on voit bien que là, il faut médicaliser à l'avant. Et parce que autrement, c'est l'hôpital qui va être en surcharge et avec des pertes de chance pour les raveurs. D'autres scénarios qui nous ont été proposés nous montrent que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc moi, j'ai bien entendu qu'il y avait une nécessité de se rencontrer et d'en discuter. En breton, je suis un basse-valane, moi, un entremetteur. C'est pas très joli. Donc je vais vous faciliter ces choses-là si vous le permettez. Je n'ai pas les réponses à tout parce que je ne suis pas le spécialiste. D'abord, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas spécialiste de ça. Mais je mesure bien au travers des diverses expériences qu'on a montées que je suis attaché au bon sens. Vous voyez, alors, il y a bien sûr la législation, tout ça, les textes, mais gardons un peu de bon sens. Et en fonction des situations, adaptons nos dispositifs. Je vous fais une petite parenthèse sur, par exemple, les hélices-murs. On a eu un débat central là-dessus. Ben oui, un hélice-mur, ça coûte cher. Mais non, ça coûte pas cher, un hélice-mur. Non. Parce qu'un hélice-mur, ça fait 4 mètres secondes. Et le médecin PH, réanimateur hospitalier, l'IDE blindé jusqu'au cou et l'ambulancier qui sont dedans, ben, ils font une intervention de 30 minutes.
au lieu de partir pour 6 heures. Pendant ce temps-là, c'est du temps utile à l'hôpital. Donc vous voyez, il y a les termes de coût, bien sûr, c'est important, mais il faut poser les choses tranquillement, et il faut les désamorcer de façon passionnelle, hein, ça c'est pas le but, hein, mais il faut bien adapter notre système de soins. La médicalisation sont les médecins, c'est pas du prompt secours, hein, c'est des ressources rares, chères, qu'il faut utiliser à bon escient et au bon moment. Alors vous allez me dire, on n'a pas une boule de cristal lorsqu'on fait du prudentiel et un grand rassemblement. Hein. Ça peut partir comme une pétole, ce truc-là. Hein. On a vu les exemples. Maintenant, tout ça mérite d'être posé tranquillement, hein, docteur. Et puis, je vous propose de vous faciliter ce petit cheminement. Je mesure bien qu'il y a du centralisme parisiano-parisien, avec SAMU de France peut-être. Et puis, il y a ceux qui sont en dehors de Paris, dont je suis, hein, qui voient ça de loin. Et faut pas tout mélanger, mais bon, ça va être complémentaire. Moi, je suis pas inquiet. On a une opportunité, comme je l'ai dit dans le propos introductif tout à l'heure, c'est que la santé, elle a produit les textes. En fait, il nous manquait 2 textes à la fin de l'année pour vraiment être blindé sur tout ce qui est situation sanitaire exceptionnelle. Il nous manquait la FGSU spécialisée, c'est-à-dire l'attestation de formation gestes et soins d'urgence pour les gens qui vont décontaminer à l'hôpital face à un risque nucléaire, radiologique, biologique, chimique. C'est sorti le 30 décembre 2014. Maintenant, il nous en manque un seul. C'est le décret du SAMU de zone. Et une fois qu'on aura ça, on a 2 ans pour préparer tout ce travail en amont, lié aux situations sanitaires exceptionnelles et notamment au prudentiel qu'on n'avait pas imaginé au départ du coup, mais qu'on a intégré comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et c'est là où avec vos sociétés, etc., il faut qu'on se remette autour de la table et qu'on travaille. On a 2 ans. Et une fois que ça sera produit, après, nos DG d'ARS auront une littérature qui permettra d'agréger l'ensemble de ces travaux. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Zone grise, comme l'a dit le général, je veux dire, vous allez devant une direction d'ARS, les mecs vont vous regarder avec des yeux comme ça. Alors, des fois, vous savez, dans l'administration, on a le droit d'être idiot, hein, mais uniquement à temps partiel, pas à temps complet. Hein, pas à temps complet. Très bien, merci pour cette conclusion. Oui, vous voulez prendre la parole. Sur quel sujet? Sur les médicalisations. Écoutez, où est passé le micro? Baladeur, on l'a plus. Vous pouvez le faire passer devant, là, à ma gauche, à votre droite. Voilà. Dernière question. Oui, dernière question. Bonjour, donc Nicolas Berthet, Protection Civile. Vous parliez de complémentarité et puis vous parliez aussi de l'importance quand même des associations agréées de sécurité civile sur les dispositifs de secours, puisque ce sont les seuls à pouvoir les organiser. Nous, sur le terrain, on le voit, la complémentarité avec les sociétés de médicalisation, on ne la voit pas forcément. Et on voit plus une concurrence qui est en concurrence avec les activités de premier secours qu'on peut réaliser dans le cadre des dispositifs de secours. Après, voilà, moi je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ah mais je vais vous répondre, moi, c'est pas eux qui vont répondre. Moi je vais vous répondre. La nature a horreur du vide. La nature, c'est struggle for life. Qu'est-ce que c'est qui tempère nos actions aux uns ou aux autres? C'est la loi, c'est-à-dire des systèmes de comportement admis par tous et qui permettent à tout le monde d'avoir un petit peu de lumière. Voilà. Sur le sujet, rien n'a été réglé, en particulier par les tutelles du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé. Peut-être d'abord l'Intérieur avant la Santé, d'ailleurs, doit-on dire, puisque vous êtes agréé de sécurité civile. Et qu'il faut régler ce problème pour que chacun puisse avoir droit à son petit rayon de soleil. Donc aujourd'hui, c'est la loi du plus fort, mais c'est l'inverse de la civilisation, ça. Hein, voilà. Et hier matin, j'ai ouvert le truc en disant que le secourisme était un humanisme. Hein. Qu'est-ce qui différencie le secouriste de n'importe quel citoyen? C'est qu'il s'occupe des autres, qu'il a un regard positif envers les autres, et que donc le secourisme est un humanisme. Et là, eh bien, il ne faut pas que ce soit la guerre commerciale, mais au contraire, le souci de celui qui peut souffrir dans ce grand rassemblement. On va changer de sujet, pour un autre sujet polémique. Merci aux frères Basset et à notre confrère dont j'ai fait la connaissance, voilà, docteur Gaufre.
Et on va passer à un autre sujet.